Dans ce journal, nous nous rendrons à Bingéville. Le lycée des jeunes filles Mamie Fettet a été cambriolé. Aucune perte en vie humaine, mais la salle informatique de l'établissement a été totalement vidée et plusieurs bureaux saccagés. Les 7e Jeux de la francophonie sont ouverts depuis hier. La Côte d'Ivoire y est bien représentée avec plus de 130 athlètes. Le président Alassane Ouattara a effectué le déplacement pour prendre part à la cérémonie d'ouverture. Cette année, c'est la ville de Nice en France qui accueille le rendez-vous. Et puis, les États-Unis poursuivent leur offensive diplomatique en ce qui concerne la crise en Syrie. Washington envisage toujours des frappes ciblées contre Damas. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Nous le disions en titre, le lycée des jeunes filles Mamie Fettet de Bingéville a reçu la visite des cambrioleurs dans la nuit de vendredi à samedi. La salle informatique a été complètement vidée, mais aucun document important n'a été emporté et surtout on n'enregistre aucune perte en vie humaine. Herman Niamien s'est rendu hier à Bingéville pour constater les faits. Porte fracturée, bureau saccagé, ordinateur emporté, gardien blessé. C'est le constat fait ce samedi au lycée des jeunes filles Mamie Fettet de Bingéville. L'établissement a reçu la visite des cambrioleurs. Hier, dans les environs de 2 heures, moi j'ai fini de faire la ronde. Je viens trouver mon collègue. Je suis allé m'asseoir derrière. Donc lui il était là. Du coup, on voit un groupe qui est sorti là. Donc lui, il s'est affolé. Donc ils ont braqué l'arme. Et si tu bouges, on tire sur toi, on te tue. Donc c'est lui d'abord, ils ont attaché. Avant de venir moi me trouver là. Ils voulaient m'attacher, moi je me débattais un peu. Ils ont pris quelque chose de lourd pour me donner au moins 2 à 3 coups sur ma tête. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. 37 ordinateurs ont été emportés et plusieurs bureaux mis à sac, dont ceux du proviseur, du comptable, de l'intendant et de son adjoint. Les cambrioleurs espéraient mettre la main sur les frais d'inscription. L'inscription en ligne aujourd'hui nous protège. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous avions de l'argent à l'école, nous n'avons pas d'argent à l'école. L'école ne dispose plus d'argent concernant les inscriptions. Nous ne faisons que recevoir les reçus dans les établissements. L'enquête diligentée par la police scientifique et la gendarmerie de Bingéville permettra de situer les responsabilités. Pour l'heure, le proviseur du lycée Mamie Fettet rassure parents et élèves. Aucun dossier important n'a été emporté. Aujourd'hui, c'est le 8 septembre et c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Avec 51% de taux d'analphabétisme, la Côte d'Ivoire, à travers son gouvernement, est décidée à faire de l'alphabétisation une de ses priorités. Écoutons le message du gouvernement dit par la ministre de l'Éducation nationale au micro de Serge Gangomin et Adam Akone. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme s'élève à 51% selon l'UNESCO. Une proportion qui peut constituer un facteur limitant à la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, au nom du gouvernement, invite tous les Ivoiriens à faire de l'alphabétisation une priorité. L'alphabétisation est aujourd'hui reconnue comme un vecteur majeur de lutte contre la pauvreté. Elle donne à chaque citoyen la possibilité de participer à la vie économique et sociale. Elle est également essentielle pour lutter contre la mortalité infantile, contre les infections sexuellement transmissibles et la pandémie du VIH-Sida, planifier la croissance démographique, instaurer l'égalité des sexes et garantir durablement le développement, la paix et la démocratie. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, par ma voix, appelle toutes les populations analphabètes à se familiariser avec la lecture, l'écriture et le calcul écrit afin de s'épanouir, de s'ouvrir au développement, aux innovations et à relever les défis nouveaux. La journée mondiale de l'alphabétisation est célébrée le 8 septembre de chaque année. Cette année, elle est à sa 48e édition.
L'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Ali Adjami, a fait don de kits scolaires aux enfants des femmes pensionnaires militaires. À travers ce geste d'une valeur de 10 millions de francs CFA, l'ambassadeur veut contribuer à l'éducation des enfants des forces de défense et venir en aide à leurs parents en cette période de rentrée des classes. Et d'éducation, il en sera question au cours du magazine de ce dimanche. Nous recevrons en fin de journal Mme Tongara Mamene. Elle est le chef du service autonome pour l'encadrement des établissements privés. Les 7e Jeux de la francophonie se sont ouverts hier à Nice, en France. Le président Alassane Ouattara a pris part à l'événement. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, organisatrice des prochains Jeux en 2017, est fortement représentée en France. Le reportage de notre envoyé spécial, Abiba Dambélé Saoué. C'est en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et de ses homologues sénégalais et libanais que le chef de l'État français a ouvert officiellement la 7e édition des Jeux de la francophonie sur la place Masséna, en plein cœur de Nice. François Hollande a d'abord tenu à saluer leur présence. Je salue ici les chefs d'État qui sont représentés. Le président de la Côte d'Ivoire, qui bientôt accueillera les Jeux de la francophonie. Monsieur le Président du Sénégal, pays qui représente peut-être plus que d'autres encore les valeurs de la francophonie. Et j'ai ici une attention toute particulière pour le président du Liban, Monsieur Sleiman, pays que nous devons protéger, préserver, sauvegarder dans cette région du monde. La Côte d'Ivoire, qui prendra le relais de l'organisation de ces Jeux de la francophonie en 2017, était fortement représentée par une délégation de plus de 180 personnes. En 2017, il va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup de créativité, mais je suis certain qu'avec tous les talents qu'on a, on réussira à faire une très belle fête également. Athlètes et artistes ivoiriens, conduits par les porte-drapeaux Kani Kouyaté, basketteuse, et la sprinteuse Muriel Aouré, ont défilé sous le regard admiratif du président Ouattara. Le maire de Nice, Christian Estrosi, et le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie ont mis en exergue cet alliage de la jeunesse, du sport et de la culture pour témoigner de la solidarité francophone, symbole de ces Jeux de la francophonie. Ainsi, après la Marseillaise et l'hymne des Jeux et le serment des participants, la prestation des artistes a également ponctué cette cérémonie d'ouverture avec notamment le groupe ivoirien Magic System. Et c'est ensemble avec le chef de l'État Alassane Ouattara qu'ils ont invité tous les pays francophones au 8e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Abidjan. On vous attend à Abidjan 2017. Et c'était plutôt un reportage d'Anne-Marie Nguessin, elle aussi envoyée spéciale de la RTI à Nice. Et puis sachez que Muriel Aouré devrait être demain en Côte d'Ivoire avec ses médailles. Avant l'ouverture de ces 7e Jeux de la francophonie, le président Alassane Ouattara a été reçu par son homologue français. Outre l'événement du moment, les échanges ont porté sur des questions d'ordre économique. Abiba Dambélé. Cette 4e rencontre entre le président français François Hollande et le président ivoirien Alassane Ouattara s'est déroulée au Palais des Rois Sardes, ancienne résidence des rois de Sardaigne, située dans le vieux Nice, construit au XVIe siècle et élevé en 1814 au rang de résidence royale. La forte délégation que conduisait le président Alassane Ouattara a été accueillie par le président François Hollande et installée dans l'un des salons prestigieux de ce palais. La ministre déléguée chargée de la francophonie et des Français de l'étranger a pris part à cette audience. Au cours de la rencontre, outre les 7e Jeux de la francophonie et l'organisation des 8e Jeux par la Côte d'Ivoire en 2017, le succès partagé de la France et de la CEDEAO dans la résolution de la crise malienne ont été évoqués. Nous avons parlé bien sûr des relations bilatérales qui sont excellentes. Nous avons évoqué les questions relatives à la zone, la CEDEAO, le Mali, bien sûr le continent africain. Nous nous retrouverons avec le président Hollande le 19 septembre à Bamako. Mais j'ai beaucoup insisté sur les questions économiques. La Côte d'Ivoire a un taux de croissance très élevé. La situation
économique est excellente, mais également les perspectives sont bonnes. Et nous avons besoin d'investissement. Nous souhaitons que les entreprises françaises viennent encore plus nombreuses qu'auparavant, parce qu'il y a des opportunités, il faut les exploiter. Et nous sommes bien représentés ici avec 130 athlètes, les sportifs et le monde de la culture. Nous sommes vraiment très honorés de pouvoir accueillir en 2017 les prochains Jeux de la francophonie. C'est un grand honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire. Après cette rencontre qui a duré près d'une heure, le président Alassane Ouattara s'est rendu au stade situé à la place Masséna de Nice pour la cérémonie d'ouverture des 7e Jeux de la francophonie. Agenda chargé pour le chef de l'État à Nice. Il a reçu d'abord Abdou Diouf, qui est le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président Alassane Ouattara était ensuite avec le Premier ministre burkinabé, Luc Adolphe Tiao. Avec ces deux personnalités, il a été question bien évidemment des Jeux de la francophonie. La francophonie qui, je le rappelle, regroupe 77 pays ayant en commun le français. Et maintenant, je vous propose d'écouter les propos du Premier ministre burkinabé à sa sortie d'audience avec le président Alassane Ouattara. Le président est un aîné et en tant que cadet, je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et échanger un peu avec lui sur les Jeux de la francophonie et également sur des questions d'intérêt commun entre nos deux pays. Pascal Afine-Guessan a repris officiellement les rênes du Front populaire ivoirien hier. La passation des charges avec son intérimaire Sylvain Miaka Oureto a eu lieu au siège provisoire du parti, sous le regard d'Herman Niamien qui nous rendra un compte rendu complet dans nos prochaines éditions. Fin de calvaire pour les populations d'Adjaoui-Koubé. Ce village dans la commune de Port-Bouët est désormais doté d'un centre de santé rural. C'est un don de l'UNICEF pour répondre à la volonté du gouvernement qui veut offrir des soins de qualité aux populations des localités difficiles d'accès. L'infrastructure d'un coût de 40 millions de francs CFA constitue le fruit de la phase pilote du projet de conservation des conteneurs de santé en centre de santé rural. On suit le reportage de Léon Brou. La population devait se rendre selon les moyens du bord pour se rendre soit dans un centre de santé jusqu'à Port-Bouët ou à Koumassi. C'était vraiment difficile. Il y a des personnes qui mouraient en cours de route, il y a des dames qui accouchaient en pleine route. Ceci est un triste souvenir. Désormais, les populations d'Adjaoui-Koubé dans la commune de Port-Bouët à Abidjan pourront se soigner sur place. C'est dans ce centre de santé un don de l'UNICEF comprenant un dispensaire et une maternité tout équipés. L'infrastructure d'Adjaoui au total, je dirais que c'est environ de 40 millions de francs CFA tout équipé, et y compris le conteneur logement qui n'est pas encore terminé. Ce sont des structures qui sont entièrement démontables. Ça veut dire qu'on peut les démonter, mettre ce que vous voyez dans le conteneur, envoyer le tout sur le terrain et remonter l'ensemble du centre de santé là où on veut. En recevant ce centre de santé rural, population et autorités gouvernementales ont joint leur voix pour dire leur gratitude à l'UNICEF. La ministre en charge de la Santé a expliqué que l'infrastructure vient traduire la volonté du gouvernement d'assurer une meilleure couverture médicale aux populations, notamment aux couples mère-enfant. L'hôpital d'Adjaoui-Koubé est le premier fruit du projet de conversion des conteneurs en centre de santé rural, un projet initié par le gouvernement et l'UNICEF pour offrir des soins de qualité aux populations des localités difficiles d'accès sur toute l'étendue du territoire. Rendons-nous à présent à Dabo, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Le centre de santé de la ville a organisé vendredi une journée porte ouverte. Objectif, faire connaître ces différents services à la population. Pour l'occasion, Doigt de Laser s'est rendu à Dabo. Les femmes de Dabo se disent satisfaites des prestations du centre social de la ville. Cet établissement polyvalent assure entre autres la surveillance socio-sanitaire, l'assistance éducative à la mère et la réinsertion sociale des personnes défavorisées. Autant de prestations à moindre coût selon les populations. Bon, quand je suis venue, il y avait un problème de vaccin. Quand ils m'ont dit à la pharmacie, ça coûte 4 000.
Et chez elle ici, c'est à 3 000 francs et j'ai fait le vaccin. Il n'y a pas de problème. Quand on vient, on nous donne à soi. En même temps, il y a les femmes qui viennent à nos côtés, elles nous demandent quels sont nos problèmes, pourquoi on est venu. La première journée porte ouverte du centre social de Dabou est l'occasion pour les responsables de faire connaître aux populations les différents services offerts par la structure. La directrice du centre social invite les bonnes volontés à apporter soutien matériel et financier pour la prise en charge des personnes vulnérables dans la localité. Le service du centre social est connu seulement que par la PZ et la vaccination. Les autres services sont méconnus, mais nous voulons faire connaître ce centre par tous les partenaires, par tous les bailleurs, pour qu'ils jettent un regard et qu'ils se disent que le centre social prend en charge les orphelins, les personnes vulnérables. Donc nous voulons vraiment un centre social adapté puisse être construit. La première journée porte ouverte du centre social de Dabou s'est achevée par la visite des stands sur les différents services offerts par la structure. Les pépiniéristes d'EVA seront mieux outillés pour la bonne marche de leur activité, et ce grâce à des manuels spécialisés. Dans le cadre de sa politique d'appui au secteur agricole, la coopération allemande vient de faire un don en manuel à l'Association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Le reportage de Serge Gongomin dans un commentaire de Chantal Akanda. Le substrat de fibres de coco, c'est la matière qui entre progressivement dans la production des plants, d'EVA. Une matière vitale pour ces plants. Les fibres de coco viennent remplacer la terre. Je dis traditionnellement, on a toujours utilisé la terre pour faire nos pépinières, pour faire nos cultures. La terre contient des nématodes, des champignons parasites et même des insectes, ce qui peut être nocif même pour la bonne croissance de la plante. Ce produit-là ne contient ni insectes, ni nématodes, ni champignons parasites. En plus, c'est un produit qui a une très forte capacité de rétention d'eau, donc ça vous permet maintenant de faire une gestion rationnelle d'eau, éviter le gaspillage d'eau et le gaspillage d'engrais. Pour instruire les pépiniéristes d'EVA sur l'utilisation de ces fibres, la GIZ, structure de coopération allemande, fait don de ses manuels à la PROMAC, l'association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Ce sont au total 200 documents d'une valeur de 5 millions de francs CFA qui ont été remis aux EVA-culteurs. Un acte par lequel la GIZ entend contribuer au développement agricole en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup plus grand nombre de plantations au milieu villageois. Donc eux aussi, ils ont besoin de matériel de bonne qualité pour avoir après des meilleurs rendements. Nous sommes une agence de développement, donc notre objectif est de réduire la pauvreté et aider à augmenter les revenus, surtout dans le milieu rural. La promotion du substrat de fibres est désormais l'affaire de la PROMAC et de sa structure dénommée FDH, Fonds de développement de l'EVA-culture. La PROMAC et la coopération allemande, GIZ, travaillent ensemble depuis 2009 dans le cadre d'un projet agricole global de 3 milliards de francs CFA. On ouvre la page religion de cette édition à Kong, dans le nord du pays. Une délégation du COSIM, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, a visité les mosquées centenaires de la ville, histoire de mieux s'imprégner de l'histoire de l'implantation de l'islam dans notre pays. Kader Sogodogo et Kwadjo Kwame nous en disent plus. À travers la visite des cités musulmanes de Kong et de Kawara, le COSIM veut faire découvrir l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire. Cette mission d'étude et d'échange a été reçue à Kong par le maire de la commune, Birahima Tene Ouattara, en présence des guides religieux de la cité historique. Nous sommes à Abidjan, nous avons constaté qu'on n'a rien sur l'islam comme sur l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire. Donc nous avons décidé avec nos frères pour venir s'enquérir de ces réalités du terrain sur l'islam. À la suite du chef de délégation du COSIM, le maire de Kong a bien voulu traduire l'importance de l'action menée par cette structure religieuse. Il est important que le COSIM, qui est l'organe suprême, donc qui est l'organe dirigeant de l'islam en Côte d'Ivoire, puisse se rapprocher un peu des foyers de l'islam dans Côte d'Ivoire aussi. Et on ne peut que saluer ce genre d'initiative parce que, quoi qu'on dise, nos parents ont besoin d'organisation et le COSIM doit s'atteler à cette tâche-là.
Après Kong, la délégation du COSIM a pris le chemin de Kawara, dans le département de Ouangolodougou, où se trouve une mosquée présumée du XVIIe siècle. À Grand Laou, les chrétiens célestes étaient en fête le week-end dernier. Ils ont pris part au culte d'action de grâce marquant la fête des moissons de leur église. Léon Brou était de la fête et il nous en rend compte. Louange, prière, vente de charité. C'est à la faveur de la première édition de la fête de moisson organisée par la paroisse Nouvelle-Jérusalem de Grand Laou. Une fête de reconnaissance à Dieu à travers des dons. Le supérieur évangéliste de l'église de christianisme céleste de Côte d'Ivoire, Canon Luc, a appelé tous les chrétiens célestes à une église pure, débarrassée de toute division. Nous, église christiane céleste, dont le prophète William Wadé est venu d'Afrique, nous devions nous lever, nous devions avoir cette voix-là, afin que, effectivement, nos peuples soient délivrés. Le chef du diocèse de Côte d'Ivoire s'est également réjoui de l'alliance tissée entre l'église du christianisme céleste et l'église ariste. Le député maire de Grand Laou, Diaya Jean, présent à cette cérémonie, a apporté son soutien et promis contribuer à la construction de la paroisse Nouvelle-Jérusalem de Grand Laou, encore inachevée. Hors de chez nous, l'actualité est toujours marquée par la situation en Syrie. Les États-Unis poursuivent leur offensive diplomatique afin de convaincre de la nécessité des frappes ciblées sur Damas. Selon le secrétaire d'État américain John Kerry, plusieurs pays sont préparés à prendre part à une action militaire contre le régime syrien. Et puis toujours concernant la situation syrienne, avec les bonnes conditions météorologiques du moment, les Syriens fuient par milliers la crise. La plupart migrent sur des embarcations de fortune en direction de l'Italie. L'Italie compte à ce jour près de 3000 réfugiés syriens. Retour chez nous pour parler gastronomie. La 6e édition du Festival des Grillades se tient depuis hier. Comme les années précédentes, c'est en grand nombre que les Abidjanais vont déguster les mets proposés. Hugues Hervé Blais. Depuis samedi matin et jusqu'à ce dimanche soir, le palais de la culture d'Abidjan sera enveloppé d'un parfum de grillades. Y sont réunis tous les braiseurs de renommée d'Abidjan et d'ailleurs. Leurs différentes recettes culinaires attirent du monde. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobina Kwasi Djoumani, le parrain de la manifestation, celui des infrastructures économiques, Patrick Hachi, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nyinema Koulibaly, ont pu le constater. Ils sont les témoins d'un festival qui valorise les ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, surtout la gastronomie ivoirienne. Merci, vous qui avez fait ce grand déplacement pour venir apprécier les mets au niveau de la Côte d'Ivoire. En tout cas, chers festivaliers, nous sommes fiers de vous. Ça montre que nous avons de la qualité dans la diversité. Et ça, c'est important parce que nous pouvons exporter tout notre art culinaire dans les pays de la sous-région, même plus loin. La foire gastronomique auquel le Festival des Grillades d'Abidjan est à sa 6e édition. Les organisateurs estiment à 80 000 le nombre de personnes qu'elle a accueillies en 2012. Ils espèrent en accueillir beaucoup plus cette année. Les festivaliers ont l'occasion d'apprécier les mets africains et ivoiriens en particulier, les propositions d'une quarantaine de braiseurs. Le tout dans une ambiance musicale entretenue par les meilleurs artistes du moment. Et nous en sommes au magazine de ce dimanche. Il est consacré à la rentrée des classes et particulièrement aux dispositions prises en ce qui concerne les établissements privés. Pour en parler, nous recevons le chef du service autonome de l'encadrement des établissements privés, Madame Tungara Mamené. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Ponon. Avant de m'entretenir avec vous, suivons l'élément de Serge Gangomin et Herman Niamia. Préinscription obligatoire en ligne. Tous les élèves de Côte d'Ivoire doivent se rendre dans les services de l'une des sociétés de prestations par téléphone retenues. Ils doivent être munis d'un numéro matricule et d'un code d'établissement. À ces deux éléments s'ajoute le paiement des frais de préinscription. 3 000 francs pour le privé et 6 000 francs CFA pour les établissements publics. Cette année, selon les statistiques disponibles au service autonome pour l'encadrement des établissements privés,
Ce sont 154 319 élèves affectés au secondaire général privé et 13 986 au secondaire technique. Alors, Madame Tungara, on l'a dit dans l'élément, l'inscription en ligne est obligatoire. C'est la 3e année que c'est fait. Comment se déroule cette opération? Merci de nous donner l'occasion de communiquer avec les parents sur cette rentrée scolaire 2013-2014. Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Camara, nous demande de communiquer le calendrier relatif aux opérations avant la rentrée scolaire. La rentrée scolaire officielle est fixée au lundi 16 septembre 2013. Avant que la rentrée ne puisse se dérouler, des opérations conditionnent la réussite de cette rentrée scolaire. Parmi ces conditions, vous avez l'inscription en ligne, que nous avons vu tout à l'heure. Pour les établissements privés, le montant de l'inscription en ligne est de 3 000 francs. Pour les établissements publics, le montant est de 6 000 francs. Cette préinscription en ligne se fait avec différents opérateurs qui sont sur le terrain, qui vont aller dans les établissements. Ce n'est pas une tâche ardue. Il suffit de s'adresser aux opérateurs qui sont présents et en quelques minutes, après avoir approvisionné son compte, on procède à l'inscription en ligne. Des parents se sont déjà engagés et nous demandons à ceux qui ne l'ont pas encore fait, pendant les jours qui viennent, de s'activer pour que le 16 septembre, les enfants puissent aller en classe et prendre les premiers cours. D'accord. Alors, vous avez dit la rentrée, c'est le 16 septembre. Les parents ont jusqu'à quand pour pouvoir, ceux qui ne sont pas encore prêts, ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour pouvoir préinscrire leurs enfants en ligne? Les parents qui ne l'ont pas encore fait ont juste quelques jours, cette semaine, pour achever l'inscription en ligne. Si la rentrée doit se faire le lundi 16 septembre, il faut qu'avant, les élèves puissent avoir leur reçu d'inscription en ligne pour aller s'inscrire dans les établissements. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que partout en Côte d'Ivoire, on peut procéder à cette inscription en ligne? Oui, j'affirme que partout en Côte d'Ivoire, il est possible de procéder à l'inscription en ligne avec l'un des 3 opérateurs qui ont été retenus. Certaines zones peuvent présenter quelques difficultés, mais à quelques kilomètres, vous avez une ville un peu plus grande que la localité dans laquelle peut-être il y a des problèmes de réseau. Tout est mis en œuvre pour que les zones qui ne sont pas couvertes, et je pense qu'il y en a très très peu, que ces zones-là soient reliées aux villes environnantes qui n'ont pas de problème de réseau, et les opérateurs ont été sensibilisés. Ils se sont tous engagés à faire en sorte que quand il y a une difficulté, que ces difficultés soient rapidement levées. Je rassure donc les parents, les inscriptions en ligne ne devraient pas poser de problème. Quand il y a un problème, une solution est toujours à portée de main pour aider les parents et les élèves. D'accord. Alors, s'il arrive qu'un élève ne soit pas préinscrit en ligne avant la rentrée, qu'est-ce qui va lui arriver? Les élèves qui ne seront pas préinscrits ne seront pas pris en compte, ne seront pas sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est l'occasion pour moi de rappeler que l'année dernière, quelques élèves n'ont pas pris la peine de faire l'inscription en ligne et cette année, ils sont en difficulté parce qu'ils ne figurent pas sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale. Ils ne sont pas connus. Alors, je demande à tous les parents de s'activer pour que la liste des élèves qui vont aller en classe soit disponible avant le 16 septembre 2013. C'est un risque qu'ils prennent, mais nous demandons à tout le monde de s'engager, les parents, l'administration scolaire, les enfants eux-mêmes, que tout le monde s'engage pour que cette année scolaire puisse effectivement démarrer le 16 septembre. D'accord. Alors, quand vous dites qu'un élève n'est pas pris en compte sur la plateforme, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas présenter des examens et tout ça? Tout à fait. Surtout ceux qui sont en classe d'examen ne verront pas leur nom sur la liste des élèves devant présenter un examen à la fin de l'année. Mais avant ça, tout élève de quelque classe qu'il soit, que ce soit l'enseignement général, l'enseignement technique, une liste est disponible, que le ministre puisse disposer d'effectifs fiables
à la fin des inscriptions en ligne, que l'on sache que cette année scolaire 2013-2014 va avoir un nombre précis d'élèves. L'inscription en ligne permet de résoudre les problèmes de contrôle, de suivi des effectifs dans les établissements. Et c'est un élément important pour les décideurs pour prendre des décisions, pour construire les établissements, pour accompagner tout le système scolaire. Ne pas disposer de ces chiffres va empêcher de prendre les décisions qu'il faut au moment où il faut. Alors, nous engageons tous les acteurs qui interviennent dans le secteur éducation de faire tout, de mettre tout en œuvre pour que nous passions à partir du 16 septembre, que nous nous assurions que les premiers cours ont bien eu lieu, que les parents, le soir du 16 septembre, puissent contrôler les cahiers des élèves et s'assurer que des cours ont été dispensés et que l'esprit de fête qui accompagne la rentrée soit ce jour-là total. D'accord. Alors, Mme Toungara, vous avez à charge les établissements privés de Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas tous les élèves qui sont orientés par l'État. Pour les parents qui aimeraient inscrire leurs enfants dans une école privée, comment s'assurer que cette école-là est reconnue par vos services? Tout à fait. Chaque année, le service que je dirige met à disposition des opérateurs désireux de créer un établissement la liste des pièces indispensables à présenter pour obtenir une autorisation, soit de création, soit d'ouverture, soit de reconnaissance. Et chaque année, nous éditons un annuaire, l'annuaire des établissements privés que je vous présente ici, dans lequel figure la liste des établissements qui ont obtenu l'autorisation de fonctionner. Alors, les parents d'élèves sont interpellés pour leur demander, quand ils entrent dans un établissement privé pour inscrire un enfant, ils ont le droit d'exiger que l'établissement leur présente l'autorisation qui leur permet de fonctionner. C'est vrai que les établissements clandestins ont toujours existé. Mais depuis que le ministre Kandia Camara est là, nous avons mis un point d'honneur à lutter contre ces établissements clandestins qui naissent spontanément à la rentrée, pendant l'année scolaire. Nous avons permis à de nombreux établissements, entre parenthèses, j'appelle établissements, parce qu'ils n'ont aucune autorisation de fonctionner. S'ils n'ont pas d'autorisation de fonctionner, cela veut dire que l'enseignement qui y est dispensé n'est pas le bon, n'est pas celui qu'il faut pour amener nos enfants aux examens. Et donc, cette année, nous demandons aux parents de nous aider en exigeant que l'établissement leur présente l'autorisation qui leur permet de fonctionner et de ne pas inscrire leurs enfants dans ces établissements qui, pour les attirer, baissent les prix du taux de scolarité, du taux d'inscription. Mais c'est ensemble, les parents d'élèves qui découvrent au moment à un détour de rue, qui découvrent qu'un établissement, entre parenthèses, je dis bien, n'a pas son autorisation, il est du devoir de chaque parent ou de chaque acteur de le signaler au SAEP, au ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique pour que nous allions immédiatement procéder à la fermeture de ces établissements. D'accord. Alors, Mme Toungara, vous avez présenté tout à l'heure l'annuaire des établissements autorisés. Mais pour quelqu'un qui ne peut pas avoir accès à cet annuaire, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de rentrer en contact avec la liste de ces établissements-là? Si, tout à fait. La liste des établissements privés autorisés est disponible, comme je vous l'ai dit, dans l'annuaire, qui est disponible dans toutes les directions régionales, toutes les directions départementales. Nous avons édité un annuaire disponible dans le journal Fraternité Matin, qui est paru le mois dernier. Vous avez des sites sur lesquels les parents peuvent se rendre pour consulter ces listes-là. Oui, quels sont ces sites-là, si vous les avez? Oui, nous avons le site de Fraternité Matin, www.fratmat.info. Vous avez le site du ministère de l'Éducation nationale, www.education.ci. Et, je dis bien, dans chaque établissement autorisé, vous avez la décision qui lui permet de fonctionner. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué la question des coûts des inscriptions. Est-ce qu'il y a un prix fixé
pour les élèves orientés par l'État dans les écoles privées. Oui. C'est un sujet qui suscite beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions. En ce moment, nous sommes en train de revoir les termes de la convention qui lie l'État aux fondateurs d'établissements privés. Et cette convention sera remise en cause dans les prochains jours pour que nous puissions nous accorder sur les différents montants. Mais pour cette année scolaire, disons que les frais d'inscription, les frais annexes, ne doivent pas dépasser 37 000 francs. Ils sont compris entre 0 francs et 37 000 francs. Les établissements qui vont au-delà de ces tarifs doivent être interpellés et signalés au SAEP, au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est un sujet qui est à l'étude, qui est en discussion et très bientôt nous allons, avec les fondateurs d'établissements privés, trouver une fourchette, un terrain d'entente pour que les années scolaires ne soient plus perturbées par des grèves, ne soient plus perturbées par ces différentes interrogations. D'accord. Alors, quand vous parlez des frais d'inscription qui partent de 0 à 37 000 francs CFA, ils n'ont rien à voir avec les frais de scolarité que certains établissements demandent aux élèves qui sont affectés par l'État. Tout à fait. C'est pour cette raison que je dis que tous ces éléments seront remis sur la table et discutés, mais nous avons demandé aux différentes associations de fondateurs de mettre tout en œuvre pour faciliter la scolarisation des enfants affectés dans les établissements privés, mais non seulement les enfants affectés, mais les enfants aussi qui n'ont pas accès aux établissements publics et qui se tournent vers eux pour offrir une formation à leurs enfants. Donc c'est l'ensemble des élèves qui tapent à la porte des établissements privés qui doivent être pris en compte pour ne pas décourager les parents parce que les prix sont trop élevés. Donc nous leur avons demandé de revoir, mais cela va être l'objet d'un séminaire à la suite duquel nous pourrons communiquer des prix au-delà desquels aucun établissement privé ne pourra fixer. D'accord. Alors, Mme Toungara, c'est vrai que cette étape est déjà bouclée pour cette année, mais on peut quand même y revenir. Il s'agit des orientations. Oui. Des orientations des enfants justement dans les établissements privés. On a vu qu'il y a beaucoup de parents qui se plaignaient. Comment ça se fait comment se font ces orientations dans les établissements privés? Je parlerai des orientations dans l'enseignement de manière générale. La Commission nationale d'orientation qui a procédé aux affectations des élèves en classe de 6e, en classe de seconde générale et seconde technique, travaille à partir de critères qui sont notamment les vœux exprimés par l'enfant, le travail fourni, donc les résultats, le nombre de points obtenus à l'issue de ces différents examens, et ces éléments sont pris en compte pour que l'enfant qui travaille bien, évidemment, aille dans l'établissement qu'il a choisi. Pour ceux qui ne peuvent pas entrer dans l'établissement choisi, nous leur proposons un autre établissement, mais celui qui n'est pas satisfait a toujours un recours pour demander une réaffectation dans un établissement privé plus proche de son domicile, par exemple, si on estime que l'enfant qui, pour la classe de 6e, est jeune, de plus en plus jeune. Les élèves ont parfois entre 9, 10 et 11 ans. Et nous tenons compte de la proximité du domicile par rapport à l'établissement pour procéder aux différentes affectations. Donc, c'est différents facteurs que nous prenons en compte, mais nous n'avons pas la prétention de satisfaire l'ensemble des demandeurs. Ceux qui ne sont pas satisfaits ont toujours un recours, soit juste avant cette rentrée scolaire, mais je préfère dire que c'est tard pour maintenant, puisque la rentrée doit se faire le 16 septembre. Mais à la fin de l'année, il y a toujours un recours avec les transferts pour changer l'élève pour changer d'établissement si l'établissement dans lequel il a passé la première année ne satisfait pas les parents. Un recours est toujours possible et que les parents soient rassurés. Nous tenons compte de leurs critiques. D'année en année, la Commission nationale d'orientation
tient compte donc de ces critiques pour améliorer son travail et nous sommes à leur disposition s'ils ne sont pas satisfaits. D'accord, donc un élève peut passer d'un établissement privé à un autre selon la volonté de ses parents. Tout à fait. D'accord. Alors, Mme Toungara, je pense que nous avons fait le tour de la question. Ce qu'il faut retenir, la rentrée le 16 septembre. Tout à fait. Et quoi d'autre? La rentrée doit être effective le 16 septembre. Nous invitons donc tous les acteurs impliqués dans le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de s'impliquer, d'accompagner donc le ministère pour que la rentrée scolaire soit effective, que les enfants soient en classe. C'est le lieu d'interpeller les parents pour que tout le long de l'année, du début de l'année à la fin de l'année, ils accompagnent leurs enfants, ils suivent les enfants sont dans les classes, mais après les heures de classe, les enfants sont à la maison et les parents doivent absolument s'impliquer dans le suivi des enfants. À la fin de l'année scolaire, quand l'enfant a réussi à son examen, c'est toute la maisonnée qui est heureuse. On ne dit pas l'enfant a eu son examen, on dit nous avons eu le CEP, nous avons eu le BEPC, nous avons eu le bac. Alors, pour qu'à la fin de l'année, nous puissions le dire, il faut déjà commencer le 16 septembre en entrant en classe, mais il faut aussi respecter le calendrier, notamment l'inscription en ligne, pour que le 16 septembre, tous les élèves soient en classe. D'accord, merci bien Madame Toungara. Je rappelle que vous êtes le chef du service autonome pour l'encadrement des établissements privés de Côte d'Ivoire. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI.